Les corps et les tombes des dirigeants nazis ont été l'objet de controverses, de mystères et de méfiances, principalement en raison de la manière dont leurs restes ont été traités après leur mort et des théories du complot qui ont émergé concernant leur destin. Il suffit de revoir le cas du chancelier lui-même de l'Allemagne. Après s'être donné la mort dans le Führerbunker avec sa femme, Eva Braun, leurs corps ont été emmenés dans le jardin de la chancellerie du Reich, où ils ont été brûlés pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains de l'ennemi. Peu après, les Soviétiques sont entrés à Berlin et ont récupéré les restes carbonisés, ce qui a donné lieu à une série de transferts et de dissimulations. Finalement, en 1970, Yuri Andropov, chef du KGB, ordonna leur exhumation, incinération et dispersion dans le fleuve Biedritz pour éviter que les restes ne deviennent un symbole pour les néo-nazis. Seuls des fragments de la mâchoire et une partie du crâne ont été conservés, qui ont ensuite été analysés et confirmés comme étant ceux d'Hitler, renforçant ainsi la version officielle de sa mort. Cependant, le secret soviétique a alimenté des théories du complot selon lesquelles Hitler aurait pu s'échapper, ce qui a maintenu vivantes les spéculations sur son destin final. En revanche, Karl Dönitz, successeur d'Hitler à la tête du Troisième Reich, a vécu un destin différent. Après la défaite allemande, il a été capturé et jugé lors des procès de Nuremberg, où il a été condamné à 10 ans de prison. Il a purgé sa peine et a été libéré, passant le reste de sa vie en Allemagne de l'Ouest, où il est décédé en 1980. Contrairement à Hitler, Dönitz n'a laissé derrière lui aucune théorie ni mystère autour de sa tombe. Son enterrement a été conventionnel et sans controverse. Les restes des deux personnages reflètent les destins opposés des dirigeants du Troisième Reich et les échos d'un régime dont l'histoire suscite encore des interrogations et des théories. Cependant, ils ne sont pas les seuls cas frappants. En l'an 2019, à 80 ans du début de la Seconde Guerre mondiale en Europe, une page de l'histoire nazie s'est rouverte à Berlin. Les autorités policières de la ville ont informé que la tombe de l'un des officiers nazis les plus redoutés avait été profanée. La tombe de Reinhard Heydrich, un homme connu pour sa persécution implacable des ennemis du Troisième Reich, avait fait l'objet d'une tentative d'intrusion. Cet homme était responsable de la mort de centaines de milliers de personnes pendant la guerre et avait dirigé la conférence qui a tracé la solution finale. Sa réputation ne laissait aucun doute sur son rôle dans la machine d'extermination nazie, étant un homme qui, froidement, a mis en place des lois et des mesures de persécution sans montrer aucun signe de compassion. Depuis son assassinat en 1942, on savait où il était enterré, bien que son marqueur ait été retiré avec le temps. Cela dit, des questions sont survenues sur ce qui avait poussé les profanateurs à tenter d'ouvrir son tombeau en l'an 2019. Parmi les théories prédominantes, l'une d'elles évoque la possibilité que ces personnes cherchaient un objet de valeur historique. On pense que Heydrich avait été enterré, selon les croyances, dans son uniforme de la SS, et qu'il pourrait avoir été enterré avec des artefacts de haut rang, qui aujourd'hui pourraient atteindre des prix millénaires sur le marché des collectionneurs. Un de ces objets potentiellement recherchés pourrait être son épée cérémonielle, qui aurait pu être avec lui dans sa tombe. Mais l'incertitude persiste. Qu'est-il vraiment arrivé à cette épée? Sa réputation lui valut le surnom de « la bête blonde ». Pour Adolf Hitler et Heinrich Himmler, il représentait l'idéal de l'homme arien, ce qui facilita son ascension à la tête de l'office principal de la sécurité du Reich. À ce poste, il supervisait la Gestapo, le service de sécurité et la police criminelle. Son autorité au sein du régime nazi était immense et, finalement, il fut nommé protecteur de la Bohême et de la Moravie. Dans cette dernière fonction, il s'occupa de soumettre la population tchèque, car ces régions étaient essentielles pour l'industrie armementière allemande. Dans le but de maintenir le contrôle, Heydrich instaura un régime de terreur, pratiquant des exécutions publiques, suspendant des corps à des poteaux et faisant disparaître ceux qui défiaient le régime. Pour lui, toute action de résistance signifiait une sentence de mort, et son principal objectif était de maintenir la productivité dans la région. Cependant, le mouvement de résistance grandit et, avec l'entraînement d'agents britanniques, l'attentat contre sa vie fut mené à Prague en 1942. Dans une embuscade, les agents Joseph Gabčík et Jan Kubis attaquèrent la voiture décapotable dans laquelle se trouvait le protecteur de la région, lançant une bombe qui lui causa de graves blessures. Bien qu'il ait tenté de résister,
L'homme attaqué succomba à ses blessures quelques jours plus tard, en raison d'une infection par septicémie et un empoisonnement du sang, ce qui parut suspect, car il semblait initialement être en récupération. Après une dernière visite de Himmler, Heydrich tomba dans le coma, mourant le 4 juin 1942. À ses 38 ans, le défunt nazi eut une série de cérémonies funèbres. La première se déroula à Prague, la ville où il avait été assassiné. Puis son corps fut transféré à Berlin dans un cercueil, où eut lieu un grand enterrement d'État, empreint de pompe et de solennité nazie. Le propre Adolf Hitler assista à la cérémonie, tandis que Himmler prononça un long éloge en l'honneur de sa mémoire et de son héritage. Le cercueil, recouvert de grandes bannières avec la croix gammée, fut porté par des membres éminents de la SS, entouré de fleurs et orné des insignes de l'organisation. Hitler joua un rôle clé dans l'acte, plaçant de ses propres mains les décorations les plus élevées, telles que l'ordre allemand et la médaille du sang, sur l'oreiller funéraire. Le leader des SS conclut la cérémonie par un discours dans lequel il déclara qu'il était un devoir sacré de venger sa mort et de poursuivre ses tâches, assurant la destruction implacable des ennemis du peuple allemand. Par la suite, le corps de Heydrich fut transporté au cimetière militaire d'Invalidenfriedhof à Berlin, un lieu où reposaient des héros et des vétérans de l'armée allemande. Sa tombe fut située dans la section A du cimetière, près d'un mur au nord et à l'avant du site. Malgré l'ampleur de ses funérailles, sa tombe ne fut pas achevée comme Hitler l'avait imaginé, car les circonstances changèrent contre le régime nazi, et la construction monumentale de sa tombe resta inachevée. Au bout d'un certain temps, le marqueur de sa tombe fut retiré et détruit. Dans les décennies qui suivirent la guerre, les tombes des figures éminentes du nazisme furent l'objet de perturbations, d'exhumations et de controverses. Rudolf Hess, par exemple, fut exhumé et incinéré des années après sa mort pour éviter l'activité néo-nazie sur le site. Mais dans le cas du défunt protecteur de la Bohême et de la Moravie, cela ne se produisit jamais. Ses restes demeurèrent au cimetière de Berlin et, au fil du temps, le mausolée resta tel quel. Eh bien, en décembre de l'an 2019, sous le couvert de l'obscurité, quelqu'un tenta d'ouvrir sa tombe. C'est un employé de la municipalité locale qui découvrit la tentative de profanation. Aucun motif clair ne fut trouvé et la disparition de restes ne fut pas confirmée. D'autre part, le fait qu'aucun os n'ait été retiré de la tombe amène à penser que les profanateurs cherchaient probablement quelque chose de spécifique. On suppose que Heydrich a été enterré avec son uniforme complet de la SS, qui pourrait avoir inclus certaines de ses décorations. De son vivant, il prenait soin de son apparence, et il était rare de le voir sans son uniforme, notamment lors des événements officiels. L'une des possessions qui aurait pu être enterrée avec lui serait son épée cérémonielle, le Ehrendegen Reichsführer SS, une arme utilisée lors des cérémonies qui, bien qu'elle soit décorative, représentait une connexion profonde avec la hiérarchie nazie. Conçu par le conseiller du haut dignitaire des SS en matière d'art, le Degen était un symbole attribué aux officiers de la SS en reconnaissance de mérites spéciaux. Il se composait d'une lame mince et droite de longueur variable et d'une poignée décorée des éclairs de la SS. Ce type d'épée était remis lors d'événements et d'actes officiels, et il existe de nombreuses photographies de Reinhard avec le Degen à ses côtés. Il est possible que ceux qui ont tenté de profaner la tombe cherchaient cette épée, car, sur le marché noir, un objet comme celui-ci, lié à un membre aussi haut placé du nazisme, pourrait rendre riche celui qui l'enchérissait. Le rituel d'enterrement de la SS incluait des coutumes spécifiques, comme celle d'enterrer l'officier décédé avec son épée. Cependant, dans certains cas, l'épée enterrée n'était pas la sienne, mais celle de quelqu'un proche en rang ou en amitié qui échangeait son propre sabre en signe de loyauté. Dans le cas de Heydrich, ce geste pourrait avoir été effectué par quelqu'un proche de Himmler ou même de Müller, le chef de la Gestapo. Si c'est le cas, alors il pourrait y avoir une épée différente dans sa tombe, peut-être celle de l'un de ces deux leaders nazis qui partageaient avec lui une relation de respect mutuel dans la hiérarchie nazie. Cependant, compte tenu de ce qui s'est passé, les voleurs n'ont rien réussi à emporter, ce qui suggère que les restes ont été examinés pour confirmer cette information. Ainsi, la tentative de profanation est devenue un sujet largement connu, de la loyauté à la paranoïa, la solitude et l'oubli de Rudolf Hess. Après la Seconde Guerre mondiale,
Rudolf Hess, qui fut autrefois l'un des hommes les plus proches et loyaux envers Adolf Hitler, passa les dernières années de sa vie en prison. Il fut incarcéré à Spandau, où il purgera une peine à perpétuité pour crimes de guerre et crimes contre la paix. Après la fin de la guerre, de nombreux hauts dirigeants nazis qui avaient partagé la prison avec lui furent finalement libérés. Mais lui, une figure énigmatique et gênante, fut maintenu en détention. Avec le temps, Spandau devint son dernier lieu de vie, et le déclin physique et mental fut inévitable au fil des années. La vie de Rudolf en prison fut austère. Le vieil homme de plus de 90 ans vivait sous la constante surveillance de gardes de différentes nationalités, qui le surveillaient jalousement et limitaient son contact avec le monde extérieur. Pendant des décennies, on ne lui permit qu'une petite quantité de papier pour écrire des lettres à sa famille, et ses interactions avec d'autres prisonniers étaient strictement contrôlées. Les journées de Hess se déroulaient avec des activités simples, comme des promenades dans les jardins de la prison, ce qui était un soulagement dans son isolement. Cependant, ces moments de liberté étaient également un reflet de la solitude qui l'accompagnait et du poids de l'histoire sur ses épaules. Malgré la paix apparente de sa vie en prison, il n'a jamais abandonné la paranoïa qui le caractérisait. Pendant les nuits, il pleurait et criait, accusant les gardes de l'empoisonner. À plusieurs reprises, il tenta de quitter prématurément ce monde, y compris une tentative en 1945, où il s'enfouit un couteau à pain. Cet homme est resté fidèle à ses croyances et ne s'est jamais excusé pour ses actions ni pour son rôle dans le régime nazi. Finalement, le 17 août 1987, il fut retrouvé mort dans le pavillon d'été des jardins de la prison. Son corps était allongé avec une extension électrique autour du cou, présumé être son dernier acte désespéré. Bien que la cause officielle ait été exposée, cette version fit l'objet de controverses et de théories du complot, car nombreux étaient ceux qui doutaient qu'un homme de 93 ans puisse avoir planifié et exécuté cet acte de sa propre main. Peu après sa mort, les autorités ordonnèrent la démolition de la prison de Spandau, éliminant ainsi le lieu qui avait été sa maison et sa tombe en vie pendant plus de 40 ans. Son corps fut enterré dans un cimetière de la localité de Wunsiedel, en Bavière, où reposaient également les restes de ses parents et où il avait passé des vacances durant sa jeunesse. L'enterrement eut lieu sans grande publicité, dans le but de maintenir le lieu dans la discrétion. Cependant, le site attira rapidement l'attention des groupes d'extrême droite qui commencèrent à effectuer des pèlerinages et des hommages sur la tombe de Hess. Les partisans du nazisme le considéraient comme un martyr, et chaque année, lors de l'anniversaire de sa mort, des groupes néo-nazis se réunissaient autour de sa tombe, la décorant de couronnes et de symboles interdits, tels que des croix gammées, et effectuant le salut nazi typique. Face aux problèmes croissants que représentaient ces rassemblements et à la célébrité que le lieu acquérait, les autorités allemandes décidèrent d'intervenir. Moins d'un an après son enterrement, le 17 mars 1988, les restes du nazi furent exhumés discrètement lors d'une opération nocturne, puis réinstallés dans un cimetière moins accessible au public, espérant que ce changement réduirait l'attention portée à sa figure. Malgré ces mesures, le nouveau lieu de sépulture ne tarda pas à être découvert par des sympathisants d'idéologies extrémistes qui continuèrent à utiliser sa tombe comme point de rencontre. Avec le temps, le fervorisme autour de la figure de Hess et la vénération autour de sa tombe continuèrent d'augmenter. Les concentrations néo-nazies généraient une tension croissante dans le village, où ses habitants se sentaient accablés par le nombre de visiteurs qui arrivaient chaque année pour rendre hommage à un homme dont ils préféraient oublier la mémoire. Les symboles nazis et les salutations effectuées sur le lieu devenaient une offense à la paix de la communauté, et la pression sociale commença à croître, atteignant un point insoutenable. Finalement, la mairie de Wunsiedel décida de ne pas renouveler le contrat de la tombe lorsque le permis d'utilisation expirerait. Ses descendants, en particulier sa petite-fille, s'opposèrent fermement à cette décision, affirmant que le souhait de leur grand-père avait été d'être enterré à cet endroit spécifique aux côtés de sa famille. Mais, étant donné la situation, la communauté estima que les actes autour de sa tombe étaient devenus intolérables et potentiellement dangereux. Finalement, la nuit du 20 juillet 2011,
Dans une opération minutieusement planifiée et sous un manteau de silence absolu, les restes de Rudolf Hess furent exhumés pour la deuxième et dernière fois. Cette fois-ci, la décision était définitive. Son corps fut transporté dans un crématorium voisin, où ses restes furent incinérés. Les cendres furent remises à la famille, et conformément aux instructions officielles, elles furent dispersées en mer, éliminant toute possibilité qu'un site physique continue à servir de point de repère pour ses partisans. Sa pierre tombale, portant l'inscription « J'ai osé », fut détruite, et tous les éléments faisant référence à celui qui avait été le lieutenant de Hitler furent retirés. À Wunsiedel, la communauté respira enfin un air de soulagement. Pour beaucoup, le problème était résolu. La décision d'incinérer et de disperser les cendres de l'ancien lieutenant en mer élimina toute trace tangible de sa tombe, et ce fut dans l'espoir d'éradiquer le symbolisme associé à sa figure. Bien que ses restes ne soient plus en terre, sa figure reste un énigme pour les historiens et un sujet de réflexion sur la loyauté, le fanatisme et les conséquences d'un régime comme celui qu'il a contribué à soutenir. Au-delà du procès, l'énigme de la tombe de Himmler. Lors des procès qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, de nombreux membres de la SS et hauts dignitaires nazis ont été traduits en justice pour leurs crimes. Comme déjà mentionné, parmi les absents de ces procès, figurait Adolf Hitler, qui, avant de permettre sa capture, décida de mettre fin à ses jours dans le Führerbunker à Berlin. Cependant, l'un des noms les plus puissants du Troisième Reich, qui ne se retrouva pas non plus devant un tribunal, fut Heinrich Himmler, le chef de la SS, l'organisation chargée de la sécurité et de la répression du régime nazi, ainsi que du contrôle des camps de concentration. On murmurait que de nombreux officiers de la SS ressentaient plus de loyauté envers lui qu'envers le chancelier lui-même, ce qui en faisait une figure à double tranchant pour le Führer. Mais ce serviteur fidèle ne connaîtrait jamais la justice de son vivant. Tout comme Hitler, il choisit sa propre fin, échappant ainsi à toute condamnation formelle. Le 23 mai 1945, le chef de la SS mourut sous garde britannique. Il fuyait, sans alliés ni amis, alors que les forces alliées gagnaient du terrain en Europe et que le régime nazi s'effondrait, vaincu. Hitler avait ordonné son arrestation, et le gouvernement qui émergea après sa mort ne voulait rien avoir à faire avec lui. Conscient que les puissances alliées le cherchaient aussi, Heinrich décida de se cacher. Il voyagea avec quelques compagnons, évitant les villages et les villes sous contrôle allié, jusqu'à ce qu'il soit capturé près de Bremerwörde. Pour éviter d'être identifié, il donna un faux nom, Heinrich Hitzinger. Cependant, dans le camp d'internement, malgré le déguisement qu'il portait, il fut reconnu et livra sa véritable identité. Les Britanniques ne pouvaient pas croire qu'ils tenaient Himmler sous leur garde. Dans ses possessions, on trouva 2 capsules de laiton. L'une contenait du cyanure et l'autre était vide. Suite à cette révélation, une recherche approfondie fut ordonnée et il fut transféré au quartier général du 2e armée britannique à Lunebourg pour un examen plus approfondi. C'est là que, dans une dernière manœuvre désespérée, il fit ce qu'il pensa devoir faire avec l'une de ses capsules. En 15 minutes, il mourut. La frustration des Britanniques fut immense. Ils avaient eu entre leurs mains le criminel de guerre le plus important au sein de la hiérarchie nazie et, contrairement à ce qu'on attendait, celui-ci avait échappé à son jugement. S'il avait été soumis à un tribunal, il aurait sûrement été exécuté, et sa connaissance des mécanismes internes du parti nazi et de la SS aurait pu éclairer davantage la structure et le fonctionnement du régime. Peu après sa mort, 2 masques mortuaires de son visage furent réalisés. L'un fut envoyé au général Eisenhower, commandant suprême des forces alliées et futur président des États-Unis. L'autre fut gardé secret, car le médecin qui le réalisa décida de faire une copie supplémentaire. Le masque montrait un visage presque moqueur, une image choquante considérant les crimes qu'il avait commis pendant la guerre. Les rumeurs sur le destin du corps de Himmler commencèrent peu après son autopsie, au cours de laquelle furent détaillés les traits d'un homme adulte bien nourri, de constitution moyenne, et aux caractéristiques faciales sans particularité notable, à l'exception d'une légère déviation du septum nasal. Son cerveau fut retiré, présumément pour être étudié, et comprendre l'esprit d'un homme qui, pour les Alliés, était si lié au mal. Cependant, au-delà de cela, le corps fut remis aux forces britanniques pour son enterrement, ce qui lança une chaîne de spéculations sur son destin final.
Jusqu'à aujourd'hui, l'endroit exact de son enterrement reste entouré de mystères. On pense qu'il fut enterré dans une zone boisée près du lieu de sa mort, aux alentours de Lunebourg Heath, une vaste forêt située en Basse-Saxe. Les soldats chargés de l'enterrement s'assurèrent que la tombe ne laisse aucune marque visible, évitant ainsi toute tentative de faire de ce lieu un site de pèlerinage pour les sympathisants néo-nazis. Aucune pierre tombale ni signe n'y fut placée. Lunebourg Heath, une vaste et dense forêt, devint son dernier foyer, rendant toute tentative de localiser sa tombe dans les décennies suivantes difficile. Mais les théories sur le destin de ses restes ne s'arrêtent pas là. Certains spéculent que, quelques mois après son enterrement, son corps fut exhumé par les mêmes forces britanniques pour procéder à une deuxième autopsie. Ce deuxième examen post-mortem, dont les résultats demeurent classifiés, aurait été mené pour vérifier s'il s'agissait effectivement du chef des SS décédé dans ces circonstances. Cette exhumation nourrissait encore plus les doutes et les rumeurs sur le destin de ses restes. Une des théories les plus choquantes suggère qu'après cette deuxième autopsie, le corps de Himmler aurait été emmené dans un proche camp de concentration. Dans une sorte de justice poétique, ses restes auraient été incinérés dans le même type de four, où des milliers de personnes innocentes avaient été brûlées. Cette version, bien que sans confirmation officielle, aurait été une manière symbolique de rendre au chef de la SS le même sort que beaucoup d'autres ont subi sous son commandement. Toutefois, avec tout cela, l'histoire ne se termine pas là. Les informations concernant ces derniers moments et l'endroit exact de son enterrement restent classifiées dans les archives britanniques, lesquelles ne seront accessibles au public que dans plusieurs décennies. Cela a permis aux spéculations de continuer et à la question sur le lieu de ses restes de persister jusqu'à aujourd'hui. Certains croient qu'après l'exhumation, son corps a été secrètement renvoyé dans sa tombe à Lunebourg Heath, où il reposerait caché sous le feuillage épais. D'autres affirment qu'après les examens post-mortem, les restes de Heinrich auraient été déplacés vers un autre endroit inconnu, dissimulant encore plus son destin final. Aujourd'hui, il est possible que, des décennies après, les restes de Heinrich Himmler reposent toujours sous terre quelque part en Allemagne, cachés parmi la végétation et le silence de la forêt, tandis que les archives renfermant la vérité restent scellées. Brésil comme refuge final, l'ange de la mort et son destin curieux. Joseph Mengele mourut le 7 février 1979 alors qu'il se trouvait en visite sur la côte brésilienne de Bertioga. Ce jour-là, après une vie marquée par la peur d'être capturé, il décida de sortir nager. Sa santé s'était détériorée au fil du temps, souffrant d'hypertension et ayant subi une crise cardiaque seulement 3 ans auparavant. Lors de cette dernière sortie dans l'eau, le médecin eut une crise cardiaque qui le laissa incapable de se maintenir à flot jusqu'à ce qu'il soit secouru. La mort par noyade devint inévitable et il mourut à l'âge de 67 ans. Au fil des années, il avait utilisé plusieurs alias pour échapper à la justice et rester caché. Enfin, au cimetière d'Embu das Artes au Brésil, il fut enterré sous le nom d'emprunt de Wolfgang Gerhard. Sa tombe était modeste, sans inscription révélant ses affiliations politiques passées ni sa véritable identité, et seuls ceux de confiance connaissaient la vérité derrière cette pierre tombale qui cachait l'un des criminels de guerre nazis les plus recherchés de l'histoire. Pendant des années, ces restes demeurèrent là, sans que l'on sache avec certitude si l'homme enterré là était vraiment le tristement célèbre ange de la mort. L'intérêt à son sujet et pour son emplacement ne s'est pas dissipé au fil des années. Son absence des procès de Nuremberg, où d'autres médecins nazis furent jugés, n'a fait qu'augmenter le mystère et les théories sur son emplacement. Il avait été l'un des hommes les plus recherchés après la Seconde Guerre mondiale en raison de sa participation à des expériences médicales cruelles dans le camp de concentration d'Auschwitz. Cependant, le destin avait évité qu'il fasse face à la justice de son vivant. C'est pourquoi diverses organisations et gouvernements continuèrent de le poursuivre, espérant un jour confirmer sa mort ou, mieux encore, l'amener devant un tribunal. L'énigme de son emplacement se prolongea pendant des décennies. Ce fut en mai 1985 que finalement, un avancement significatif dans l'enquête eut lieu. Ce mois-là, la maison de l'un des amis de Mengele, Hans Sedlmayr, fut perquisitionnée. Lors de la perquisition, les autorités trouvèrent un carnet d'adresses codé et des lettres échangées entre les deux hommes.
Ces documents révélèrent que Sedlmayr avait été informé de la mort de l'ange de la mort pendant qu'il nageait. C'est à partir de cette preuve que l'emplacement exact de la tombe de Wolfgang Gerhard au Brésil fut trouvé. Les autorités décidèrent d'exhumer les restes le 6 juin 1985 afin de vérifier si, effectivement, le cadavre appartenait à la personne qu'ils cherchaient. En ouvrant la tombe, ils récupérèrent les restes et commencèrent une série d'examens médico-légaux minutieux. La vérification de l'identité du corps était complexe, car les dossiers médicaux précédents de Mengele étaient limités. Il n'y avait pas de radiographie et les comparaisons des empreintes digitales n'étaient pas possibles, en raison de l'état de décomposition avancé des doigts. Malgré cela, les scientifiques américains réussirent à confirmer que le squelette appartenait à un homme caucasien d'âge et de taille, similaires à ceux recherchés. De plus, la structure du crâne correspondait aux caractéristiques physiques du médecin nazi, en particulier un arc frontal prononcé et un écart notable entre les dents de devant, des traits que l'homme avait de manière distinctive. L'analyse détaillée du squelette révéla une fracture à la hanche. Cette blessure correspondait à un accident de moto qu'il avait subi lors de son séjour à Auschwitz, ce qui renforçait l'hypothèse que le corps retrouvé dans la tombe était le sien. De plus, les enquêteurs trouvèrent des preuves que le squelette présentait une ostéomyélite, une infection osseuse, et une déformation de la jambe droite, ce qui faisait que sa jambe gauche était 1,50 cm plus longue que la droite, affectant ainsi sa démarche. Un trou dans l'os de la joue attira également l'attention des experts médico-légaux. Bien que certains spéculent que le trou aurait pu se former après la mort en raison de l'usure provoquée par l'environnement de la tombe, d'autres spécialistes notèrent qu'il pourrait être le résultat d'infections sinusales chroniques que Mengele semblait souffrir. En effet, des photographies historiques de lui montrent une légère marque sur le côté gauche de son visage, et dans certaines lettres, il avait mentionné des douleurs faciales récurrentes. Une autre découverte importante fut une fracture à l'épaule du squelette, bien que les experts n'aient pas pu déterminer exactement quand cette blessure s'était produite. Cependant, dans ses écrits, il avait signalé des douleurs sévères à l'épaule, ce qui renforçait encore l'identification du corps.